Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce lundi. Le Rwanda accueille du 14 au 17 novembre, courant d'une conférence des gouvernements locaux du Commonwealth. La conférence rassemble plusieurs acteurs, notamment des maires, des dirigeants de gouvernements locaux, des ministres, de hauts fonctionnaires du gouvernement local et central et autres. Ouverture à la Cour d'assises de Paris ce 13 novembre du procès Sosthène Munyemana pour crime de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Sosthène Munyemana, 68 ans et originaire de l'ancienne commune Musambira en préfecture de Gitarama. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Avec l'actualité d'aujourd'hui, le Rwanda accueille du 14 au 17 novembre courant une conférence des gouvernements locaux du Commonwealth. La conférence rassemble plusieurs acteurs, notamment des maires, des dirigeants de gouvernements locaux, des ministres, des hauts fonctionnaires du gouvernement local et central et autres. Pourquoi le choix du Rwanda d'abriter la conférence? Quels sont ses objectifs et quels peuvent être ses avantages pour le Rwanda? Élément de réponse avec Ladislas Ngendahimana, il est secrétaire général de l'Association rwandaise des districts et la ville de Kigali. L'objectif de cette conférence qui se tient au Rwanda à partir du 14 jusqu'au 17 novembre 2023, c'est une conférence qui rassemble les acteurs dans la gouvernance locale dans les pays de Commonwealth. C'est une communauté de 56 pays. Tous les 56 pays seront représentés, les autorités locales, le gouvernement, les acteurs de la société civile, les membres de l'académie, mais aussi les opérateurs privés. C'est une conférence qui va se focaliser sur la construction de la résilience communautaire au sein du Commonwealth à cause de la pandémie du Covid-19 que le monde a connue et qui a affecté surtout les autorités et les instances locales de gouvernance. C'est une conférence qui se tient au Rwanda alors qu'au moment où le Rwanda aussi assure la présidence du Commonwealth, c'est une occasion d'échange d'expériences, études mutuelles, apprentissage sur les pairs, ça c'est très important aussi à apprendre, mais aussi c'est une occasion d'échanger les expériences et de voir comment construire un monde meilleur dans la lutte contre les pandémies, la construction de la résilience, la protection de l'environnement, mais surtout comment construire un leadership capable qui est capable d'assurer la continuité et le développement des citoyens. Le Rwanda a été choisi pour accueillir cette conférence pour 3 raisons. D'abord, en 2017, il y a la conférence qui s'est tenue à Malte, c'était en Europe. Alors après, on a ouvert le cahier des charges. Les pays hôtes, les soumissionnaires ont transmis les dossiers de soumission. Alors le Rwanda était parmi les soumissionnaires. Le Rwanda était représenté par l'Association rwandaise des autorités locales, RARIGA. Alors, en partenariat avec le ministère de l'administration locale et les autres acteurs nationaux, nous avons soumis notre dossier de soumission. Ça, c'est un. Deuxièmement, en 2018, au mois de septembre, le Rwanda a abrité le conseil d'administration de la conférence de l'association de Communist Local Government Forum. C'est une conférence qui s'est bien déroulée et les participants ont été impressionnés par l'hospitalité et la qualité d'organisation de cette réunion-là. Troisièmement, je dirais que au principe, cette conférence devrait se tenir au Sri Lanka en 2019, au mois d'avril. Mais cela n'a pas eu lieu parce qu'au Sri Lanka, il y a eu les attaques terroristes et les hôtels ont été endommagés. Alors, à cause de cette insécurité-là, la conférence a été reportée. Au moment où le Sri Lanka s'apprêtait à abriter cette conférence en 2020, au mois de février, alors il y a eu le changement du régime, il y a eu une instabilité politique, le gouvernement a été dissous, alors on a pris la décision que cette conférence n'aille pas au Sri Lanka, mais qu'elle aille au Rwanda pour 3 raisons. D'abord, la sécurité, ça c'est très important, la gouvernance, la stabilité institutionnelle, mais aussi la qualité du dossier de soumission qui avait été soumis par le Rwanda. Alors, ce sont les 3 raisons qui ont conduit à ce que cette conférence ait lieu ici au Rwanda à cette période. Cette conférence a un sens significatif pour nous en tant qu'association des districts et la ville de Kigali. D'abord, c'est une occasion d'apprentissage sur les pairs, apprentissage par les pairs,
parce qu'on va avoir un apprentissage mutuel. Ça, c'est très important. Mais aussi, ça sera l'occasion pour nous de démontrer ou bien de présenter les acquis que nous avons acquis comme le Rwanda, mais surtout la qualité de notre gouvernance qui est complémentaire, basée sur le consensus et la cohésion sociale. Mais par-dessus tout, le rôle du citoyen dans la gouvernance et le développement local. Ça, c'est très important, c'est ce que nous allons partager avec les autres, mais aussi nous aurons à apprendre aussi des autres, parce que nous ne pouvons pas dire que nous connaissons tout et que nous avons tout acquis. La gouvernance, c'est un processus. Nous continuons à apprendre et nous allons partager notre expérience avec les autres. De la gouvernance à la justice, parlons maintenant de l'ouverture à la Cour d'assises de Paris ce 13 novembre du procès de Sostène Munyemana pour crime de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Sostène Munyemana, 68 ans, est originaire de l'ancienne commune Musambira en préfecture Gitarama. Pour en savoir davantage, notre confrère Jean Damascène Manishimé a rejoint maître Richard Gisagala, avocat au bureau de Pontoise en France, qui nous livre ici plus de précisions sur cette affaire. Suivant. Sostène Munyemana va s'ouvrir à Paris, à la cour d'assises. Est-ce qu'on peut savoir davantage qui est ce Sostène Munyemana? Oui, alors Sostène Munyemana était un Rwandais qui a 68 ans aujourd'hui. Il est entré en France juste après le génocide. Il est de Boutaré, il était médecin à l'hôpital universitaire de Boutaré. Il est arrivé en France juste après le génocide et d'ailleurs, il est ressorti du dossier que lorsqu'il a pris la fuite, il a pris la fuite avec des personnalités importantes du gouvernement génocidaire. Donc, quand il est arrivé en France, il s'est installé dans la région de Bordeaux. La première plainte qui a été déposée contre lui a été déposée en 1995 par 5 Rwandais et qui étaient là, dont une personne connue, Madame Adélaïde Mukanawana, qui était une écrivaine qui écrit sur le génocide. Depuis 1995, donc, le dossier est devant la justice française. Entre-temps, Munyemana Sostène a continué à exercer en tant que médecin à l'hôpital de Bordeaux. Puis il est allé s'installer dans une région française qui s'appelle Lot-et-Garonne, et c'est là où il habite actuellement. Il est à la retraite depuis 1 an aujourd'hui. Il a toujours exercé comme médecin et pendant tout le long de l'enquête, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par le Rwanda et qui a demandé son extradition, mais qui a été refusé par la justice française. Et voilà, je pense que c'est ce que je pourrais dire. Donc, en résumé, il y a un dossier qui traîne devant la justice française depuis aujourd'hui 28 ans. Il a été mis en examen définitivement en 2018 et il va être jugé à partir de demain pour un mois. Donc, il n'est pas en prison? Non, il n'est pas en prison, il est placé sous contrôle judiciaire. Oui. Et alors, maître, on peut savoir quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre lui? Alors, il est poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Les faits en résumé, les faits concrets qui lui sont reprochés, c'est la participation à l'entente en vue de commettre un génocide, notamment par le fait que, avec ce qui était appelé à l'époque le cercle des intellectuels, le centre des intellectuels du MDR de Boutaré, il a fait communiquer à cette époque et qu'il a signé de sa main avec 3 autres personnes, dont 3 autres médecins, dont un qui s'appelle Xavier Ayobangana, je crois, et un autre qui s'appelle Balthazar. Donc, ils ont signé un communiqué dès le 16 avril 1994 en soutenant le gouvernement de Kambanda. Comme vous le savez, dans la préfecture de Boutaré, à l'époque, il y avait un préfet qui s'opposait au génocide. La population de Boutaré a essayé de résister au génocide. Mais il a fallu que le premier ministre Kambanda et le président de l'époque, Sindi Kugabo, se déplacent là-bas pour destituer le préfet et pour inciter la population à commettre le génocide. Donc à cette période, il y a des gens, dont évidemment Sostène Munyemana et d'autres intellectuels, qui ont déclaré leur soutien au gouvernement intérimaire et le gouvernement qui était en train de mettre le génocide. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est poursuivi pour entente à vue de commettre un génocide.
Et comme vous savez, dans beaucoup de dossiers que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la plupart, c'est des dossiers qui reposent sur des témoignages. Dans celui-ci aussi, ça repose sur des témoignages, mais il y a aussi ce document, c'est un document qui a été signé de sa propre main. Donc, comme je viens de vous dire, c'est entente à vue de commettre un génocide, mais il y a aussi crime contre l'humanité. Et il y a également les faits, deux autres faits. Le plus important, tous sont importants, mais le deuxième fait pour lequel il est poursuivi, c'est aussi le fait d'avoir détenu la clé du bureau du secteur de Toumba, où ont été enfermés beaucoup de Tutsis qui ont été tous tués, à l'exception, je crois, d'une seule personne qui a pu survivre. Donc, ces personnes qui étaient enfermées dans le bureau du secteur, c'est Sostene Munyemana qui détenait la clé de cette salle du bureau de secteur. Il est évidemment aussi poursuivi pour des faits qui ont été, pour des personnes qui ont été arrêtées et tuées sur les barrières et les rondes du secteur de Toumba. Alors, Sostene Munyemana est le 7e Rwandais à être jugé par la Cour d'assises de Paris. Vu le rythme de ces procès, est-ce qu'on peut espérer que finalement tous les présumés génocidaires se trouvant sur le sol français finiront par comparaître? Vous savez, je suis assez pessimiste par rapport à ça. Effectivement, c'est la 7e personne, ça on peut s'en réjouir, mais si on regarde le nombre de personnes qui restent à être jugées et si on regarde aussi leur âge avancé, on a des raisons de craindre malheureusement que certains vont pouvoir échapper à la justice. Donc il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont en suspens, qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde. Par exemple, il est prévu pour l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier qui va être jugé et on nous avait habitués au rythme de 2 dossiers par année, mais l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier. On nous dit que, enfin on nous dit pas, mais il paraît que c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont mobiliser les forces de l'ordre, que pour cette raison-là, il risque de n'y avoir qu'un seul procès. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très très regrettable de voir autant de dossiers qui sont en suspens. Certains sont presque terminés. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de continuer à pousser pour que le rythme soit accéléré. Parce qu'à ce rythme-là, tout le monde ne va pas être jugé malheureusement. On continue avec la Commission des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de la sécurité au Sénat du Rwanda a entrepris ce lundi l'activité d'évaluation de la mise en application des accords de l'Organisation des Nations Unies relatifs au changement climatique signé à Rio de Janeiro au Brésil le 5 juin 1992. Cette commission se dit en effet préoccupée par la mauvaise gestion des forêts et des espaces protégés. Kassim Youssouf nous en dit plus. Lors de leur entretien avec la ministre de l'Environnement, le Dr Amujawa Maria Jeanne d'Arc, les membres de la Commission sénatoriale et des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la sécurité ont apprécié le progrès déjà réalisé dans la préservation de l'environnement, notamment dans la protection des marais, la plantation des arbres dans différentes zones de la région d'Amayaga et dans le district de Gicumbi. Les sénateurs déplorent toutefois des problèmes dans la gestion des forêts. On se rappelle comment était le problème de Rugezi. Il y a un moment où l'eau a complètement disparu et il y a eu des répercussions sur l'électricité que nous recevons à cause de l'électricité qui provient des lacs de Burera et Ruhondo. Je leur ai expliqué ce phénomène. J'invite les sénateurs qui ne sont pas encore allés là-bas à visiter le Rugezi pour se rendre compte de combien les politiques et les mesures qui sont mises en place sont importantes.
Il y a quelque chose qui me chagrinait, qui est en rapport avec l'utilisation de combustibles en bois d'eucalyptus dans les usines AT. Vous avez remarqué que dans ce programme, nous allons visiter différentes usines de thé. Mon collègue, le vice-président, est revenu sur le fait que depuis un certain moment, REMA s'est entretenu avec des citoyens et s'est rendu dans des écoles, mais je pense que la solution à ce problème, c'est de savoir où l'on en est avec l'attitude du citoyen pour comprendre ce qu'on lui demande dans ce programme. Les députés qui sont revenus des zones en question disaient qu'il fallait arrêter la mise en place des terrasses parce que leur coût par hectare est de 2 millions de francs rwandais et qu'on ne voit pas des résultats concrets. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawa Maria Jeanne d'Arc, indique qu'en 2030, le Rwanda aura réduit à hauteur de 38% l'émission des gaz polluants. Pour ce qui n'est pas encore au point, la ministre Mujawa Maria estime que la collaboration de tous les organes s'impose parce qu'il y a encore ceux qui ont une attitude inconvenante par rapport à la préservation de l'environnement qui ont besoin d'être éduqués et, si nécessaire, être sanctionnés. C'est vrai, et moi personnellement, je n'aime pas entrer dans les usines à thé parce que la première chose que je vais y voir, ce n'est pas le thé, mais plutôt les hectares de bois qui ont été coupés, car c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on entre dans l'usine à thé. En fait, dans le programme qui consiste à promouvoir le secteur privé, nous sommes maintenant en train de travailler avec l'usine à thé de Murindi pour que nous puissions leur fournir d'autres combustibles, notamment du gaz, et voir ce que sera le résultat. Le problème des usines à thé est comparable à nos citoyens qui vivaient dans des maisons en paille, qui disaient que le lait d'un goût meilleur est celui qui est déposé dans une maison en paille. Et eux aussi disent qu'un thé d'un goût de qualité est celui dont la cuisson est faite avec du bois, mais ce n'est pas du tout vrai. Pendant 3 semaines, les sénateurs, membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la sécurité vont visiter et s'entretenir avec tous les organes en relation avec la conservation de l'environnement. En prévision de la célébration des 75 ans de la Journée internationale des droits de la personne, le 10 décembre prochain, des échanges ont été organisés ce lundi, dénommé Dialogue national sur les droits de la personne. Ces discussions ont réuni différentes institutions telles que le ministère de la Justice, la Commission nationale contre la traite des êtres humains et les Nations unies. Ces discussions sont axées donc sur les principes internationaux des droits de la personne qui incluent le droit de vivre librement n'importe où et sans être opprimé ou discriminé. Je vous propose de suivre un extrait qui en dit plus. En fait, ce dialogue des droits de l'homme, ce dialogue national, vient dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est que le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a donné un message, a demandé aux États membres des Nations Unies de réfléchir, de penser à quelques priorités que les États vont mettre en œuvre pour les 5 prochaines années. Alors, le gouvernement, le ministère ne peuvent pas s'asseoir et juste s'imaginer les priorités. C'est pourquoi on a organisé cette conférence. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de membres venant des sociétés civiles, des institutions de l'État, la Commission nationale des droits de l'homme, aussi des partenaires de développement qui vont financer, aider dans la mise en œuvre de ces activités. Donc, ce dialogue vient dans le cadre des activités qui ont commencé l'année passée, dans le cadre de la célébration de la 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on va célébrer le 10 décembre. Comme vous le savez, la déclaration a été signée le 10 décembre 1948. Donc, c'est dans ce cadre que ce dialogue a été organisé pour justement réfléchir d'où on vient,
où on en est et où est-ce qu'on veut être dans les années à venir. La situation des droits de l'homme au Rwanda, je dirais qu'elle est bonne en général. Bien sûr, il n'y a aucun pays au monde qui peut se dire qu'il est parfait à 100%, sinon on serait dans un paradis. Mais quand on regarde bien avant, quand est-ce que la déclaration a été signée, comme ça a été dit, le Rwanda n'était pas partie des États qui ont signé la déclaration en 1948. On était encore sous la tutelle belge. Mais quand le Rwanda a eu l'indépendance en 1962, donc c'est parmi les instruments internationaux que le Rwanda a adoptés. Et donc, et comme vous le savez, dans notre constitution actuelle, on a tout un chapitre sur les droits de l'homme et les libertés qui fait comme la copie qui reflète les intentions, les fondements de la déclaration qui sont reprises dans notre constitution. Et puis la mise en œuvre maintenant, c'est ce que peut dire, comme vous le savez, d'où on vient il y a 30 ans, 29 ans, et même après, on peut dire qu'en général, la situation des droits de l'homme est bonne. On est sur la bonne voie. C'est toujours un processus. On ne peut jamais dire qu'on est à 100%, mais au moins du point de vue de la vie sociale, côté des droits économiques et sociaux, on voit le développement économique du pays qui met le citoyen au centre de tout programme. On voit aussi dans les droits civils et politiques la liberté qui est là. Donc, on peut dire qu'on est dans une situation qui est bonne, mais qu'on peut toujours, on vise aller de l'avant pour améliorer la situation des droits de l'homme au Rwanda. L'Université laïque adventiste d'Afrique centrale se félicite des réalisations atteintes depuis 1984, date de sa fondation au Rwanda, devenant ainsi la toute première université privée dans le pays. Les autorités de la dite université indiquent que la qualité de l'éducation et l'amélioration des infrastructures est le mot d'ordre de cette institution pour l'avenir. Comme je vous l'avais dit bien avant, l'université Aouka, c'est une université privée qui a commencé au Rwanda depuis 1984. Et comme la première université au Rwanda, privée, effectivement, après l'université nationale. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de gens, y compris bien sûr les étudiants qui sont sortis aujourd'hui. Et nous sommes très sûrs et très contents que nous réalisons notre objectif de pouvoir produire des candidats pour le travail, pour le développement du pays, pour le développement économique et social de notre pays, pas seulement de notre pays, mais plutôt aussi pour la région. Alors les étudiants que vous voyez aujourd'hui qui sont sortis avec fierté, et nous sommes très sûrs que c'est une force que nous envoyons sur le marché du travail, pas seulement du travail, mais plutôt aussi pour l'innovation du travail. Vous avez vu, nous avons un grand nombre d'étudiants qui terminent dans des départements différents. Parmi ces départements, vous avez vu que nous avons les étudiants un grand nombre effectivement de ceux qui ont terminé dans le développement de IT ou la technologie et qui sont capables et prêts pour créer de nouveaux emplois, bien sûr dans le domaine de la technologie. Alors, comme nous les avons, nous avons aussi la fierté que nous contribuons suffisamment au développement de notre pays. Et parmi les objectifs et les projets que nous avons, c'est de continuer à développer surtout les infrastructures nécessaires et pourquoi pas augmenter aussi d'autres programmes qui sont voulus pour aujourd'hui, selon bien sûr le besoin actuel. Le Rwanda s'est fixé pour objectif que fin 2024, les recettes issues du tourisme seront donc de 800 millions de dollars. Le nombre de Rwandais et de ressortissants étrangers qui visitent les sites touristiques dans la ville de Kigali augmente en effet davantage pendant les week-ends surtout. Kassim Youssouf nous en dit plus. I like the birds. Le parc écotouristique des zones humides urbaines de Nyandungu en ville de Kigali accueille même pendant le week-end des Rwandais et des ressortissants étrangers pour y passer des moments de loisirs ou de différents exercices physiques. C'est un parc pittoresque car nous avons eu une bonne journée de venir à cet endroit. On y trouve des infrastructures magnifiques et nous avons passé des bons moments à regarder des oiseaux. Ce sont des bonnes infrastructures avec des pistes bien élaborées. Je dirais que c'est une excellente infrastructure de la ville de Kigali.
La direction du parc écotouristique des zones humides et urbaines de Yandungu indique que ce parc permet à tout un chacun qui le visite à passer des moments agréables en pratiquant la course à pied, le vélo et le yoga. Il y a d'autres Rwandais et étrangers qui visitent la zone des reptiles au musée de l'histoire Richard Kant. On y trouve différentes espèces de serpents et de crocodiles qui font le plaisir des visiteurs. Je dirais que c'est important de prendre soin de ces espèces vivantes et puis beaucoup de ces serpents, on ne les trouve pas partout. Prendre soin d'eux, c'est donc très important et puis venir soutenir ce bâtiment où ils sont préservés, ça aide. La chargée d'accueil, de la visibilité et de la préservation des éléments du musée du Rwanda explique les différentes espèces de serpents et comment la zone des reptiles est beaucoup appréciée par les visiteurs. Nous avons dans ce bâtiment différentes espèces de serpents. Celui-ci où nous sommes, c'est le Black Mamba qui est très venimeux. On dit que s'il mord quelqu'un, il suffit de 20 minutes et il est mort. On peut trouver toutes ces espèces au Rwanda, sauf celui qu'on appelle Imbirizi. Vous avez vu le boa, la vipère verte. En fait, il y a différentes espèces de serpents. Il y a d'autres espèces qu'on ne trouve pas au Rwanda, mais nous les avons ici pour que les gens puissent comprendre que nous pouvons vivre en symbiose avec des animaux, avec ces reptiles. L'on attend du tourisme urbain dans la ville de Kigali que l'objectif que vers la fin de l'année prochaine, les recettes issues du tourisme soient de 800 millions de dollars américains par rapport à 400 millions en 2017. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. C'est par ici que nous clôturons. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.